Prochaine question nous vient de Paul qui demande: est-ce que boire beaucoup pendant l'entraînement, environ 2 litres, peut être dangereux pour la santé, les reins et tout le bazar? On peut ralentir la perte de masse graisseuse dans le cadre d'une sèche par exemple. Alors Paul, sache que 2 litres c'est pas énorme, hein. Avec ces grosses chaleurs pendant une séance de sport, je peux boire au moins 3 litres d'eau pendant une séance d'entraînement. Donc faut pas t'inquiéter pour les reins et tout le bazar. Le seul risque que tu peux avoir, et d'ailleurs j'ai lu ça il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, c'est que plus tu vas boire d'eau, plus la concentration en sodium dans ton corps va baisser, forcément, hein, parce que tu auras plus de fluide. Moins tu as de sodium dans le sang, moins tu auras la possibilité de développer de la force. Donc tu peux perdre de la force si tu bois trop d'eau, mais je pense qu'il faut en boire des quantités énormes. Donc ne te casse pas la tête avec ça, je pense qu'avec 2 litres, tu risques pas grand chose, surtout quand il fait chaud. La prochaine question nous vient de Jonathan qui demande: y a-t-il un équilibre de force qu'il faut respecter entre les différents muscles et si oui, lequel? Il y a effectivement un équilibre de force à respecter, mais je ne pourrais pas te donner des chiffres précis. Malgré le fait que tu puisses en trouver sur Internet, certains coachs vont te dire qu'il faut faire telle performance en squat, telle performance en développé couché, telle performance en soulevé terre. Mais d'une, je ne me rappelle pas des chiffres et de deux, je ne sais pas si c'est des estimations assez précises. D'une règle générale, plus le groupe musculaire est important en termes de taille, plus tu vas devoir être fort. Donc si tu fais plus au développé couché qu'au rowing buste penché, c'est qu'il y a un problème. C'est que tes pecs sont beaucoup trop forts par rapport à ton dos. Donc voilà, c'est une règle générale. À toi de voir après sur les différents groupes musculaires comment ça se passe exactement. On enchaîne avec une question de Saïf qui demande: bonsoir, faut-il aller jusqu'à l'échec et au bout de combien de temps doit-on changer notre programme? Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à l'échec. Si tu vas jusqu'à l'échec à toutes tes séries, tous tes exercices, toutes tes séances, tous les jours, il y a de grandes chances pour que tu épuises ton système nerveux et qu'à terme, tu passes en surentraînement. Même si pour passer en surentraînement, il faut y aller vraiment super fort. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à ça. Tu n'as pas à aller à l'échec à toutes tes séries. Tu peux l'utiliser parce que c'est une bonne technique d'intensification entre guillemets, mais pas trop souvent. Au bout de combien de temps il faut changer de programme? Ça dépend de plein de choses, de ton expérience, du groupe musculaire en question, du programme que tu as fait avant, du programme que tu veux faire après. Personnellement, je change tous les 6 entraînements environ, hein, tous les 6 entraînements. Donc, je fais le même entraînement 5 ou 6 fois et après, je change tout. Les séries, les exercices, le nombre de répétitions, la récupération, etc. Après, à toi de voir. Fais différents tests et vois comment ton corps réagit. On enchaîne avec une question de Jérémy qui demande: salut Nassim, quel a été ton parcours en tant qu'étudiant, études, diplôme, perspective d'avenir et pour quelle raison tu es tombé dans la musculation? Alors Jérémy, j'ai passé un bac scientifique en 2005 je crois, j'ai eu une licence en arts plastiques en 2008, j'ai fait une maîtrise en cinéma en 2009 et j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif, un BPGEPS AG2F, je l'ai validé en février 2011. Mes perspectives d'avenir: continuer à faire des vidéos, continuer à faire du coaching en ligne et dans ma salle de sport. Pourquoi pas continuer à faire des compétitions, voilà, ça me vient. Et pour quelle raison est-ce que je suis tombé dans la musculation? J'ai toujours aimé ça, hein. J'ai toujours aimé les physiques musclés entre guillemets, Schwarzenegger étant bien sûr mon idole depuis que je suis un gamin. Et forcément, je suis de la génération où on a vu les mangas genre Dragon Ball Z et Ken le Survivant. Donc les physiques bien développées, ça m'a toujours fasciné. Donc même si il y a 9 ans, je ressemblais à rien. J'avais toujours cette idée d'essayer de développer mon physique. Et depuis que j'ai fait ma première séance de musculation, j'ai jamais arrêté. Une excellente question de Donovan qui demande: bonjour Nassim, merci pour tes vidéos très complètes, précises et motivantes. Tu disais dans une précédente vidéo qu'il était tout à fait possible de perdre du gras tout en construisant du muscle. Comment? Alors ça, c'est la question à 100 000 €. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement prendre du muscle et perdre du gras? Ça demande de contrôler son apport calorique de façon très précise. Et je confirme que c'est possible non seulement pour les débutants, les pratiquants un peu plus expérimentés et les gens comme moi qui ont plusieurs années, voire même une décennie de musculation. Mais ça demande justement une gestion des aliments vraiment très précise. Ça demande que je développe le sujet un petit peu plus, hein. Malheureusement, je ne peux pas tout dire dans une vidéo de questions-réponses aussi courte, mais j'essaierai de faire ça le plus rapidement possible. Mais je vous le garantis, avec un bon choix d'exercice, un bon programme d'entraînement et avec une bonne diète, c'est largement faisable. On enchaîne avec une question de Anis qui demande: faut-il faire des pauses lors de la consommation de compléments alimentaires? Je m'explique, si une personne en prend pendant quelques mois, faudrait-il arrêter ensuite reprendre la consommation? Excellente question Anis, ça dépend des compléments. Il y en a certains où ton corps ne va entre guillemets jamais s'habituer, donc les effets ne vont pas descendre au fil du temps. Et je pense à la protéine, je pense aux oméga 3.
Je pense dans une certaine mesure aux multivitamines, au zinc et au magnésium. Par contre, tu as d'autres compléments comme les pré-workouts par exemple, comme peut-être la créatine, où ce n'est pas une mauvaise idée d'arrêter quelques temps pour resensibiliser son corps pour qu'il soit plus réceptif lors de la prochaine prise. Donc, il y a certains compléments alimentaires effectivement que tu pourrais arrêter, même si ce n'est pas forcément 100% nécessaire. Hein. Et il y en a d'autres que je te conseille de continuer, comme la protéine et les oméga 3. Pour le multivitamine, zinc et magnésium, je ne sais pas vraiment si c'est une excellente chose de les prendre toute l'année. Personnellement, je dois arrêter. Sur 12 mois, je dois ne pas les prendre pendant peut-être un mois, alors que tout le reste, je les prends 7 jours sur 7 toute l'année. Une très bonne question de Mathieu qui demande quel est ton avis sur l'électrostimulation, notamment en complément des séances. Merci pour tes vidéos de grande qualité. Alors Mathieu, apparemment, a priori, l'électrostimulation serait un bon complément à condition d'avoir du matériel professionnel. Ce n'est pas avec du sport élec que tu achètes sur le téléachat que tu vas avoir des résultats assez intéressants. Il faut que tu aies une machine professionnelle qui envoie des décharges assez puissantes et que ce soit contrôlé avec une certaine intensité et une certaine durée pour que ce soit efficace. Mais oui, ça peut l'être à condition que le matériel soit de qualité et que l'entraînement entre guillemets soit parfaitement encadré. On poursuit avec une question de Benjamin qui demande « Salut Nassim, as-tu des conseils pour avoir des mollets énormes malgré une génétique pas favorable? Encore merci pour tout. » Alors Benjamin, je sais de quoi tu veux parler, hein, parce que perso, mes mollets, ils sont loin d'être énormes et c'est même mon point faible. J'aurais tendance à te dire dans l'ordre, apprendre à contracter les mollets. Parce que la plupart du temps, et c'est ce que je faisais aussi avant, je faisais plutôt le travail avec ma cheville au lieu de contracter le mollet à chaque répétition. Et je pense que c'est la première chose à faire quand tu as envie de bien développer tes mollets. C'est apprendre à les contracter pour faire en sorte que chaque exercice soit isolé sur le groupe musculaire en question sans compenser avec des muscles du pied ou de la cheville. La deuxième chose à faire, c'est d'augmenter le volume d'entraînement. Si tu les entraînes une fois par semaine et que tes mollets sont un point faible, je pense que tu n'arriveras jamais à les développer, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de les travailler beaucoup plus souvent, sachant qu'en plus, les mollets, c'est un groupe musculaire qui récupère assez vite. Donc perso, je les travaille entre 2 et 3 fois par semaine. C'est ce qui me donne les meilleures sensations et les meilleurs résultats. À toi de trouver la répartition qui va te convenir. Prochaine question nous vient de Dimfit qui demande « Bonjour Nassim, lorsqu'on est jeune et qu'on sort souvent en soirée, quelle quantité d'alcool, cigarette est raisonnable quand on fait de la musculation? Merci d'avance. » Alors pour l'alcool, j'ai lu quelque chose il y a quelques semaines, voire même quelques mois, qui disait que quand tu te faisais une cuite ou quand tu buvais un petit peu trop d'alcool, la synthèse en protéines était pas négative, mais était beaucoup moins intéressante pendant 72 heures. Ça veut dire que, imagine, tu sors le vendredi soir et tu bois un petit peu trop. Le samedi, le dimanche et le lundi, ta synthèse en protéines, ça va être 0. Donc du coup, c'est 3 jours que tu vas perdre. Et ces 3 jours-là, ils sont importants parce que si tu t'es entraîné tout le reste de la semaine, ton corps a besoin de ces jours-là pour synthétiser du muscle. Ce qu'il ne pourra pas faire si jamais tu as trop bu d'alcool. Donc j'aurais tendance à te conseiller de limiter ta consommation, voire même pas de la supprimer parce que tu pourras peut-être pas, mais en tout cas de garder ça en tête et de te dire que plus tu vas boire, moins tu auras de chances de progresser. La cigarette, je ne sais pas dans quelle mesure ça va influer sur ton système hormonal et sur tes progrès. Donc de toute façon, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Et moins ce sera bon pour la santé, moins tu auras de chances d'être en bonne santé, de développer du muscle et de perdre du gras. Donc j'aurais tendance également à te conseiller de réduire ta consommation d'alcool et de cigarettes. Je ne peux pas te donner de chiffres précis parce qu'encore une fois, ça va dépendre de plein de facteurs. Mais essaye juste de réduire et je suis sûr qu'au fil du temps, tu te sentiras beaucoup mieux. On enchaîne avec Abdel qui demande « Bonjour Nassim, le ramadan touche à sa fin. Pour reprendre le sport, dois-je faire une prise de masse ou continuer sur une sèche car j'ai perdu beaucoup de gras. J'aime ce que tu fais, continue, tu es le meilleur. » Merci beaucoup Abdel. Après le ramadan, ne fais pas une prise de masse. Tu as été en déficit calorique. Si tu passes en excédent calorique trop rapidement, tu vas reprendre presque que du gras. Ton corps ne sera pas assez réceptif pour que tu puisses prendre du tissu musculaire. Ce que j'aurais tendance à te conseiller, c'est de réaugmenter très lentement ton apport calorique. Donc, ne faire ni une prise de masse, ni une prise de sèche, mais de réaugmenter très lentement les quantités de nourriture que tu vas consommer. Le ramadan, c'est terminé vendredi dernier. La vidéo que vous allez regarder, le question-réponse, je pense, sera publiée lundi ou mardi. Donc, ça fait 4 jours que le ramadan s'est terminé. J'espère que tu n'as pas fait trop d'excès dans cette période-là. Si c'est le cas, essaye de te reprendre en main parce que
il suffit de pas grand-chose pour que tu reprennes tout le gras que tu as perdu pendant ce mois de Ramadan. Donc essaye d'être un peu rigoureux, essaye de t'y prendre progressivement et tu verras que non seulement tu vas conserver tu ne vas pas reprendre le gras que tu as perdu, mais pour la suite des événements, ça sera beaucoup plus intéressant. On a Romain qui me demande « Salut Nassim, que penses-tu du mode de vie fasting, notamment pour perdre le gras tout en gardant sa masse musculaire ?» Alors le fasting, en fait, c'est du jeûne. Du jeûne, c'est le fait de ne pas manger pendant une période de temps qui peut aller de 8, 12, voire même 16 heures. C'est une bonne façon de perdre du gras, effectivement, mais c'est la pire façon pour garder de la masse musculaire. Il y a très peu de chances pour que tu puisses conserver du muscle avec 1 ou 2 repas par jour. C'est presque impossible, à moins que sur tout le reste de l'année, tu aies l'habitude de manger 1 ou 2 repas par jour. Mais si tu manges entre guillemets normalement, c'est-à-dire 3 ou 4 repas dans la journée et que tu passes à du jeûne intermittent, il y a de grandes chances pour que tu perdes du muscle en même temps que tu perdes du gras. Donc moi je pense que pour un sportif, c'est loin d'être la meilleure façon de procéder, même si tu as plein d'études qui vont dire que c'est bon pour la santé, c'est bon pour ci, c'est bon pour ça. Ces études, elles ne sont pas toujours objectives et elles ne s'adaptent pas toujours à tous les publics. Si tu fais du sport, si tu fais de la musculation, il y a de grandes chances que ce ne soit pas le mode de vie qui te correspondra. On enchaîne avec Samy qui me demande « Nassim, que penses-tu des entraînements avec 2 groupes musculaires en superset ?» Alors tu veux dire par là peut-être travailler les pecs et le dos en superset. Ça peut être une bonne idée, je le fais de temps en temps, mais sache que c'est épuisant. D'un point de vue énergie, non seulement ça va être cardio, mais en plus ça va te demander une quantité d'énergie énorme. Si tu n'as pas l'habitude, essaie d'y aller progressivement et peut-être de prendre un peu de récupération entre chacun de tes exercices avant de faire à la Schwarzenegger et d'enchaîner pec dos, parce que là… honnêtement, si tu ne l'as jamais fait, il y a de fortes chances pour que tu ne supportes pas. Mais je ne suis pas contre. Je pense que ça peut être une bonne façon de stimuler différemment ton système musculaire. Donc, si tu n'as jamais essayé, prends des précautions, mais teste pour voir un petit peu comment tu te sens sur ce genre d'entraînement. On enchaîne avec une question de Eddie qui demande question sur la contraction volontaire. Ça me plaît. Comment l'apprendre et l'améliorer pour les muscles en retard de développement, genre pectoraux par exemple? As-tu des astuces particulières? Vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivé à cette contraction volontaire. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je la tiens de d'autres coachs qui ont transmis en quelque sorte cette notion. Mais disons que j'ai réussi à l'appliquer sur moi en connaissant l'anatomie de chaque groupe musculaire. Et par rapport à ça, je vous prépare une série de vidéos, je ne vous en dis pas plus, mais elle va être magnifique et je vais vous expliquer exactement comment chaque muscle fonctionne avec des illustrations anatomiques. Ça va être génial pour que justement vous puissiez maîtriser cette contraction volontaire. Mais Eddie, pour répondre à ta question, il faut que tu saches comment un muscle fonctionne, où est-ce qu'il est inséré, à quoi il va servir, justement pour arriver à visualiser le muscle en question pendant chaque exercice et justement provoquer cette contraction volontaire. Parce que si tu ne sais pas comment il fonctionne, comment veux-tu le contracter volontairement? Si tu n'as pas une vision précise de ce muscle, comment veux-tu le contracter volontairement? Donc, la première chose à faire pour moi, c'est d'apprendre l'anatomie de chaque muscle. Ça ne demande pas longtemps, hein. Il y en a en tout et pour tout pour peut-être 2 heures pour apprendre l'anatomie de tous les muscles. Et ça va se répercuter sur tous tes entraînements. Ça te fera gagner un temps énorme. Mais sois un peu patient, courant septembre. Bonne grosse série de vidéos qui va beaucoup vous plaire. On enchaîne avec des questions de Jérémy. La première question, que penses-tu des petits poids en musculation? Vu comme tu as orthographié poids, je pense que tu veux parler de charges légères. Je suis contre les charges légères. Il ne faut pas utiliser des poids trop légers. Mais je vous encourage à ne pas utiliser des charges trop lourdes parce que très souvent, ça s'associe avec une exécution complètement pourrie. Je veux que votre exécution soit parfaite et que vous utilisiez un poids qui soit adapté justement à cette exécution. Mais n'allez pas prendre des haltères de 2 kg pour travailler les biceps ou les triceps ou les épaules parce que ça ne vous mènera à rien. Utilisez une charge qui soit adaptée à la force de vos groupes musculaires tout en utilisant une exécution parfaite. Il demande également, que penses-tu des trainings cardio de type HIIT? Je suis 100% pour, à une seule condition, c'est que votre fractionné soit d'une intensité assez élevée. Le problème de certaines personnes qui essayent de faire du HIIT, c'est qu'ils font des séances qui durent 30 minutes. Mais ce n'est pas possible de faire des séances de 30 minutes si vous faites du vrai fractionné. Personnellement, quand je fais du HIIT, je fais soit du sprint, soit du vélo, soit du rameur. Je fais 8 fois 10 à 30 secondes et je suis carbonisé, j'en peux plus. C'est-à-dire que ma séance, elle dure 13 minutes, 12-13 minutes, grand maximum. Donc, si vous faites ce genre d'entraînement en fractionné, il faut se donner à 200%. Il faut se sentir mal. Il faut être à la limite de l'évanouissement, à la limite du vomissement. Sinon, c'est du cardio à intensité modérée et ce n'est pas très intéressant. Et finalement, une question un peu plus personnelle. Quel est l'exercice de muscu que tu trouves le plus intense, celui qui te fait le plus suer?
L'exercice de cardio qui me fait le plus suer, c'est le rameur. C'est juste horrible. Essayez s'il vous plaît les 500 mètres en rameur le plus rapidement possible. Vous allez voir que c'est un enfer. L'exercice de muscu, c'est sûrement le squat avant. C'est celui qui me demande le plus de concentration et avec une charge assez élevée, je peux vous dire que ça se transforme en torture. Le squat avant, avec un tempo, c'est-à-dire quand vous retenez la descente, quand vous bloquez en bas, mais ça devient juste un exercice. Rien que d'y penser, ça me fait mal aux cuisses, mal aux abdos, mal aux trapèzes. Donc si je devais choisir un exercice qui serait super intense et très désagréable, ça serait le squat avant. J'enchaîne avec Julien qui demande « Bonjour, je voudrais devenir distributeur Herbalife. Est-ce une arnaque? En as-tu déjà entendu parler ?» Julien, je souris. Je souris parce qu'il y a un bureau Herbalife à 300 mètres de ma salle de sport. Et je peux te dire que c'est une grosse arnaque. Ces mecs-là, ils se prétendent coach bien-être, coach je ne sais pas quoi, coach n'importe quoi, sans avoir aucun diplôme, sans avoir aucune connaissance. Donc, j'ai rien contre eux personnellement parce qu'ils seront un peu embobinés par Herbalife, qui est une super grosse entreprise et qui a tendance à promettre des choses qui sont absolument pas vraies. Donc, j'aurais tendance à te conseiller de te diriger vers autre chose. Herbalife, pour moi, c'est des charlatans et ils donnent une mauvaise image des coachs, non seulement sportifs, mais aussi en diététique. Pour moi, ils donnent une mauvaise image des compléments alimentaires et de la musculation. Pour avoir entendu ce qu'ils disent dans leurs rendez-vous, parce que je connais des personnes qui y sont allées par curiosité, mais c'est n'importe quoi. Tellement n'importe quoi que j'en suis limite énervé quand je les croise, ces coachs Herbalife, parce qu'ils se prétendent coach, mais ils n'ont absolument rien de coach. Donc Julien, fais-moi plaisir, ne rejoins pas la secte Herbalife parce que c'est de l'arnaque. Et voilà les amis, c'est déjà fini, je suis désolé, je ne sais pas combien de questions j'ai répondu, je crois que j'en ai fait plus de 25, voire même une trentaine. Il y en avait 350, ça fait beaucoup, il y avait encore beaucoup de questions intéressantes, mais malheureusement, la vidéo elle durait plus de 2 heures si jamais j'y répondais à toutes. Ne vous inquiétez pas, je ferai ça un peu plus régulièrement et j'ai même un petit projet pour le question-réponse, c'est de le faire en direct pour que je puisse répondre à un maximum de questions très rapidement. C'est encore en projet, je vous en parle plus précisément dans le futur. Je vous mets un petit lien pour les épisodes précédents, n'oubliez pas qu'ils peuvent être aussi très intéressants. Si ça vous a plu, mettez un j'aime, partagez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez toujours poser quelques questions dans les commentaires. Vous savez que j'y jette un coup d'œil assez souvent et on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo.